Bonjour à tous et bienvenue donc à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le changement et la performance, donc comment décliner une stratégie d'entreprise. Alors je me présente, je suis Camille Lambert et je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par deux consultants, Sylvie Gallo et Nicolas Stéphanopoulos. Alors, premièrement, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session. Donc, vous avez le module de conversation qui se trouve à droite et vous pouvez poser toutes vos questions pendant la webconférence. Et les animateurs, soit prendront un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions, soit répondront à vos questions au fil de l'eau en fonction du déroulement de la webconférence. Voilà. Concernant les slides et le replay, donc c'est ce que je vous disais en début de webconférence, vous recevrez un mail normalement demain avec justement le support de présentation et le replay de la webconférence. Alors, je vous demande juste pour le confort de tous, s'il vous plaît, de simplement couper vos caméras parce qu'on a des personnes qui ont des fois des connexions Internet un peu limitées et comme ça permettra à tout le monde de suivre la webconférence confortablement. Alors, en introduction, je vais vous présenter brièvement la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons donc une antenne à Paris, Grenoble et Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos deux consultants et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Bonjour à tous, je suis Nicolas Stéphanopoulos. Écoutez, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je suis au sein d'XL. Donc, j'interviens en tant que conseil ou en termes de formateur. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir partager avec vous en tout cas quelques réflexions concernant la stratégie, les notions de stratégie et comment les décliner dans les entreprises. Et c'est des questions qu'on a de plus en plus souvent, notamment quand on voit notre monde actuel qui est de plus en plus tourmenté et qui bouge réellement de plus en plus. Donc, quelle est l'utilité d'avoir des stratégies à long terme réellement si tout bouge en permanence? Donc, on va s'attaquer un petit peu à cette question-là. Donc, établir la stratégie et puis la déployer et faire en sorte que tout le monde puisse participer et être moteur dans cette démarche. Sylvie nous joindra un tout petit peu plus tard sur d'autres slides, sur les slides qui suivront. Alors, comme je vous disais, le monde qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde qu'on peut appeler VUCA, donc qui est très, très, très volatile. Les choses bougent énormément rapidement, c'est très instable. Ça devient de plus en plus incertain. On peut le voir avec tout simplement, par exemple, l'apparition du Covid. Faire des prévisions, euh, il y a quelques années, à 3 4 ans, ça allait. Aujourd'hui, on est passé à 3 4 mois, voire, par exemple, en ce moment, à 3 4 semaines ou 3 4 jours. Donc, les choses deviennent de plus en plus incertaines, avec plus de risques, plus de mouvements. Et puis, ça devient plus complexe pour tout le monde pour agir et pour, je dirais, entre guillemets, vivre, ou en tout cas travailler au jour le jour. Donc, comment résoudre ces problèmes, nos problèmes, diriger nos entreprises je dirais, dans cet environnement qui est incertain et volatile. Alors, les solutions qu'on apporte, on espère on essaie de mettre des choses très rationnelles, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de réagir rapidement si réellement on veut pouvoir survivre dans ce monde. Donc, ce qu'on voit réellement depuis quelques années et à certains intervalles, il y a des grosses lames de fond qui sont en train d'arriver et qui continuent d'arriver. Tout d'abord, il y a une grosse rupture technologique qui est en train de se passer depuis, je dirais, une 10 ou 20 ans. Donc, on est parti sur cette rupture digitale. Au démarrage, ouais, on téléphone, puis on commence à informatiser de plus en plus. Mais on se rend compte, c'est une lame de fond qui a pas tellement d'arrêt. On ne sait pas toute la puissance qu'il peut y avoir. En tout cas, c'est une puissance assez illimitée qu'on peut trouver. On a de plus en plus d'objets connectés, de plein de choses, et que ça commence à nous faire réellement fonctionner
de manière différente. Donc, ça ne nous aide pas simplement à faire plus vite des choses, mais ça nous permet, en tout cas, ça répond à certains besoins et ça pousse réellement les principes qu'on a pu utiliser jusqu'à présent. Ce qu'on voit aussi dans nos entreprises et dans le monde, c'est qu'il y a de plus en plus de différences entre les gens, entre les niveaux hiérarchiques, dans la société au sens large, entre les classes sociales. Bah, tout va plus vite. Heu, je pense, aux ordinateurs. Je parlais avec quelqu'un, qui me disait: «Ouais, les ordinateurs qu'on a, c'est vrai que ça va de plus en plus vite, mais il y a des ordinateurs quantiques qui vont 10 000 fois plus vite que ce qu'on a actuellement». Donc heu, donc vous voyez se dire, l'accélération, c'est pas linéaire, c'est un petit peu comme le virus en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est exponentiel. Donc où ça va s'arrêter tout ça? Et puis alors si ça s'arrête et puis surtout comment on va pouvoir s'adapter à ce monde qui bouge? Et les gens, bah, maintenant ils sont de plus en plus impatients. On n'aime pas attendre, bah, c'est normal parce que quand tout va vite, il faut répondre vite. Donc en fait, c'est un vrai besoin qu'il y a pour les entreprises et pour les gens, ben, de pouvoir s'adapter rapidement à ces nouvelles conditions. Donc, il faut qu'on soit pragmatique sur des choses qu'on ne peut pas prévoir et qui bougent énormément et qui sont très impactantes. Donc concrètement, le réel besoin qu'on va avoir pour pouvoir, répondre à tout ça, c'est être capable de s'adapter, heu et de s'adapter très rapidement, et de manière de plus en plus prononcée. Donc c'est ce qu'on va voir et c'est de se dire maintenant, ben, les stratégies des entreprises, bah, comment on fait? Alors, un petit rappel quand même, c'est que tout ce qui concerne les démarches, d'excellence opérationnelle, d'amélioration continue, de lean manufacturing, en fait, elles sont déjà basées sur ces principes-là et ce besoin de pouvoir réagir rapidement à l'anomalie. Vraiment, le cœur des démarches, c'est de se dire: «On a un écart et on réagit». Donc on va organiser nos entreprises, nos services, de manière à ce qu'on ne permette pas les écarts et quand il y a un écart, qu'on puisse s'adapter à ces besoins d'écart. Donc vous avez ici sur la slide la maison du lean, d'accord? Alors c'est sûr que, ben, ce qu'on va rechercher à faire, c'est à délivrer un certain niveau de délai et de qualité à nos clients finaux, une sécurité, une sérénité de travail à nos employés et puis s'assurer que l'entreprise, ben, elle est pérenne et qu'elle peut continuer à investir dans l'entreprise et être pérenne dans le temps. Les gros fondements, le gros fondement réellement de tout ça, ben, c'est ce que je vous disais, c'est la capacité à réagir, mais à réagir à quoi? À là où on en est, donc il faut pouvoir un peu le mesurer. Donc nous, ce qu'on aime bien mesurer et dire, comment ça se passe, c'est ce qu'on va appeler notre notion de standardisation, de meilleures pratiques et sitôt qu'on commence à avoir des choses qui bougent, qu'on observe que ça bouge par rapport à ce qui devrait se passer, ben, on va s'atteler à l'améliorer. Donc la notion de standard, de meilleure pratique et de réaction à l'anomalie et donc d'enclenchement de l'amélioration continue, c'est vraiment le fondement et le cœur de ces démarches. On va s'appuyer sur 2 gros piliers qui sont plutôt un côté qualité, se dire quand ça commence à diverger et qu'on n'arrive plus à faire de la qualité, il faut recommencer, donc c'est une première priorité. Être régulier, être fiable, faire comme il faut de la première fois, parce que si on ne fait pas bon du premier coup, bah, il va falloir recommencer et l'impact que ça a sur le flux en termes de productivité, s'il faut recommencer, ça va d'autant plus nous coûter cher, hein, puis surtout ça va prendre du temps et l'objectif pour nous, bah, c'est sûr, c'est de diminuer ces délais de livraison parce que plus on va avoir des délais de livraison et des délais de traverser nos produits, nos services qui sont courts, bah, plus on va devenir agile. Donc en fait, la conséquence de ce système de ce système de management, puisque c'est un vrai système de management, c'est que, on va développer l'agilité des entreprises. Comment être capable de répondre rapidement à des changements qui peuvent, se passer sur le marché. Donc le vrai challenge qu'on a, bah, c'est l'agilité humaine et comment on va monter en compétence nos ressources, justement pour pouvoir être agile et s'adapter à l'environnement. Donc soit l'environnement interne de l'entreprise, des nouvelles technologies, mais surtout à ce que le monde nous demande. Donc à ce moment-là, on peut commencer à parler un petit peu de stratégie. Donc très simplement, alors vous pourrez trouver pas mal de définitions de la stratégie, ce que c'est, comment faire, nin donc c'est assez long. Nous, on a essayé de le résumer d'une manière assez courte en fait et assez simple.
Voilà, c'est où et comment on va se battre sur le marché et comment on va faire dans le temps. Donc, si on sait faire ça et qu'on sait répondre à ces questions-là, on aura déjà fait un bon pas. Donc, c'est réellement le positionnement de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise veut faire? Sur quel marché elle veut aller? D'accord? Peut-être pas sur tous les marchés. Si vous regardez les constructeurs automobiles, ben, tout le monde ne se bat pas. S'ils font tous des voitures, ils ne se battent pas tous réellement sur le même marché. Il y en a certains qui font de la voiture de luxe, puis d'autres plutôt de la voiture bas coût. Et puis surtout dans le temps, est-ce que je veux continuer à avoir une entreprise, qui fait de la voiture, je dirais moyen de gamme, ou si je veux évoluer vers du bas coût ou alors, du luxe? Alors par exemple, vous pouvez voir en ce moment, Renault qui est en train de se repositionner, en tout cas le désir de Renault de se repositionner dans ces gammes et de développer, je dirais, de beaucoup plus de haut de gamme. Donc, de changer réellement, leur stratégie long terme. Alors, 3 choses importantes. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 3 parties prenantes, qu'on aime bien écouter intensivement. D'abord les employés de l'entreprise. Pour nous, c'est quelque chose, qui est vraiment important. Il faut qu'ils puissent travailler de manière sereine, d'accord, en sécurité et puis au-delà de tout ça quand même, c'est eux qui détiennent toutes les compétences qu'il y a dans l'entreprise. D'accord. Donc, c'est l'homme qui est au cœur du système et c'est les compétences de l'homme qui fait que l'entreprise peut fonctionner, d'accord, et peut se pérenniser et évoluer et s'améliorer. Donc, comment se battre? Ben, c'est avec les employés, ça va être avec nos compétences et des entreprises qui n'ont pas de compétences, ben, c'est sûr que, alors ça n'existe pas, hein, mais c'est important, c'est de connaître quelles compétences on a réellement besoin pour pouvoir adresser nos marchés. Donc notre marché, c'est notre deuxième voie qu'on aime bien écouter, et la deuxième voie qu'on aime bien suivre, c'est celle du client. Alors, il peut y avoir plein de clients différents qui sont consolidés en différents marchés. Donc, ben, on va commencer à faire, un choix potentiellement entre tous ces clients parce une entreprise ne peut pas tout faire. Donc, on va commencer à se positionner sur le marché, d'accord? Et choisir le type de client et de caractéristiques de clients qui nous intéresse d'adresser. Donc, le client final, le marché, va nous permettre, bah, se dire quel type de positionnement on veut avoir sur ça ou ces marchés-là. Alors pour pouvoir être performant, heu, sur le marché qu'on a identifié ou sur le groupe de clients qu'on a pu identifier, bah, il va falloir définir certains critères, certaines choses qui font que, ben, on va avoir du succès et on va être performant sur cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler un petit peu les facteurs clés de succès. Donc ça va être important de définir, c'est quoi ces facteurs qui font que avec ce type de client-là, je vais pouvoir être très performant? Alors, c'est aussi le rôle un petit des fois du marketing. Là, je vous parlais tout à l'heure je vous parlais enfin, le marketing, son rôle, c'est d'identifier des marchés, puis surtout un des rôles, en tout cas, est d'identifier les caractéristiques de ces marchés-là. Donc, c'est vrai que ces fonctions-là, logiquement, sont dans cette notion de se dire, voilà ce qui peut être intéressant ou pas. Et puis ensuite, on va se dire, bah, notre organisation, nos ressources, on va les monter en compétences, on va les rendre plus agiles pour répondre, à ce besoin-là. Et puis surtout, on va commencer à les organiser. Donc c'est une question de ressources, mais c'est une question de compétences et d'organisation des ressources et des différentes opérations qu'on va avoir, pour pouvoir délivrer cette valeur au client et délivrer surtout ces facteurs clés de succès. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Alors en ligne, on va voir à quoi ça correspond, mais en stratégie, les gens qui font de la stratégie, ils s'appellent aussi également ça la chaîne de valeur. Donc c'est une succession d'opérations à travers certains services, la production, la finance, les ventes, marketing, que sais-je. Mais c'est en tout cas, c'est une combinaison unique qu'on décide de mettre en œuvre. Donc c'est réellement l'entreprise qui a la main sur tout ça et qui décide. Le marché, c'est le marché qui décide. Donc, ce qui est important, c'est de créer avec ben, ce client final et l'entreprise, donc les employés en tout cas, ben, cette connexion. Alors, c'est bien de pouvoir répondre aux besoins du client, à un certain type de client parce qu'on ne sait pas tout faire, et puis qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir adresser tous les marchés. Mais encore faut-il que ce qu'on met en place et cette chaîne de valeur globalement, elle puisse
favoriser et permettre au moins un minimum de rentabilité de l'entreprise. Alors, ce que vous avez ici, ce qu'on vous montre, c'est le ROCE, R-O-C-H-E. En fait, c'est un retour sur les investissements et c'est, je dirais, un indicateur financier qui permet de voir la performance d'une entreprise. Donc, en fait, il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de sens à élaborer des stratégies s'il n'y a pas, on n'assure pas une pérennisation dans le temps et donc notamment des résultats financiers. Donc, il va falloir que chacun de ces trois axes, que ce soit l'entreprise, son niveau financier, que ce soit d'un point de vue ressources internes et organisation de ses ressources et clients final, qu'on puisse les aligner et en faire un modèle qui fonctionne bien, non seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain. Et comme le monde bouge, eh ben, il faut savoir être agile, le marché bouge, les compétences bougent, il y a des nouvelles, comme on a vu, des nouvelles technologies qui arrivent, donc des compétences nouvelles qui sont là sur le marché. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas statique et qui bouge en permanence. Donc la stratégie, faut pas croire faut pas croire. C'est pas quelque chose qu'on définit une fois et puis qu'on arrête de regarder et qu'on essaie d'aller au plan à 5 ans. C'est quelque chose qu'il va falloir monitorer et adapter en permanence. Donc il y a une différence entre un niveau d'adaptation et puis je dirais partir dans tous les sens et dans des sens différents tous les ans. Alors il y a deux types, quand on établit des stratégies, il y a deux gros types de stratégies. Il y a des stratégies où on va regarder le marché, ce qu'il a besoin, puis on va se dire, on va aller rechercher ou développer les compétences, d'accord, pour pouvoir adresser ce marché-là. Alors en général, c'est plus une stratégie qui est basée sur le marché. Et en fait, ce genre de stratégie est assez limité dans le temps, a du mal à, en tout cas, il a du mal, il peut avoir du mal, on peut avoir du mal à garder un vrai avantage par rapport aux concurrents, parce qu'en fait, les concurrents vont pouvoir faire quasiment la même chose. Quand on a des stratégies qui sont plutôt basées sur les compétences, ça devient beaucoup plus difficile pour les concurrents de copier. Copier un outil, copier une machine, copier un service, c'est quelque chose qu'on sait, je dirais, entre guillemets, assez bien faire. Alors, en tout cas, que certains savent assez bien faire. Donc, en fait, par contre, copier des gens et copier un mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que quelquefois, on va baser des stratégies sur les compétences purement de l'entreprise et de se dire à partir des compétences uniques qu'on peut avoir, quel type de marché on peut aller développer. Et dans ces cas-là, on va avoir un maintien de notre avantage compétitif qui va être beaucoup plus long dans le temps et donc on va pouvoir se protéger beaucoup plus des concurrents et d'ailleurs être beaucoup moins, je dirais, se faire moins de soucis et avoir un avantage concurrentiel qui persiste. Alors voilà une petite diapo qui vous permet un petit peu de résumer tout ça. D'un côté, on va avoir des facteurs clés de succès pour pouvoir aborder certains clients, d'accord. Et puis, on pourrait définir ces différents facteurs clés de succès de manière globale sur différents critères, d'accord, différentes classifications. Alors là, je vous en ai mis 6. En général, ils sont assez génériques. Et avec ceci, on en fait déjà pas mal. Donc, à quel prix je veux mettre mon produit, mon service sur le marché? Quel type de produit? Est-ce que je veux être quelqu'un d'innovatif ou pas? Est-ce que je veux être vu comme quelqu'un qui fait de la haute qualité ou plutôt une qualité assez médiocre? Est-ce que je veux privilégier mon contact client? Donc, je peux très bien vendre des produits, mais avoir aucun contact client. Ou alors, au contraire, privilégier un contact régulier client que je vais pouvoir vendre. Est-ce que je veux être disponible ou pas sur le marché? Est-ce que je veux restreindre mon nombre je dirais, de lieux sur lesquels je vais vendre mes produits? Et puis la notion de réputation et d'image, quelquefois, on va vendre tout simplement une image en oubliant beaucoup de choses parce que c'est l'image qui compte pour ces clients-là. Donc, c'est réellement un positionnement sur le marché par rapport à des clients, par rapport à ces critères-là. Donc, en fait, l'entreprise va regarder le marché, va regarder ses clients et elle va aussi s'évaluer par rapport là où elle en est aujourd'hui, puis surtout là où elle veut aller dans le futur.
Donc, c'est ce qui va pouvoir mettre de la dynamique dans l'entreprise et faire évoluer les stratégies. Et puis, une fois que ça, c'est déterminé, ben, on va pouvoir définir ben, réellement un plan d'action pour pouvoir répondre à ces critères, ces classifications. Donc, en termes de prix, on va vouloir avoir inévitablement des coûts qui sont acceptables. Si on va aller sur des prix faibles, ben, l'innovation va répondre à nos besoins de produits. Qualité, ça va être la robustesse et l'efficacité de nos produits et de nos processus. Support client, c'est avoir un contact client qui est bon, qui est développé. Disponibilité, ben, comment on va communiquer, quel type de canaux de communication ou de contact on peut avoir. Et puis la réputation, c'est la marque. Donc on va créer notre chaîne de valeur, d'accord, et c'est de se dire, ben, tout ce qu'on va faire, on va le faire de manière à pouvoir arriver à délivrer réellement ce que veut notre client. Si vous voulez créer une stratégie basée sur les compétences, ben vous allez commencer à faire un petit peu l'inverse. Vous allez regarder, tiens, ben voilà où je suis positionné au niveau du coût, au niveau de l'innovation et tout ça. Ben tiens, quel type de client, quel type de produit ou quel type de service je pourrais aller vendre qui sont différents de ceux que j'ai actuellement. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre ce schéma-là dans les deux sens, dans les deux sens. Concrètement, vous allez vous noter vous allez vous noter vos clients, le marché, vos concurrents, puis vous allez commencer à regarder les écarts que vous avez sur ces différents critères par rapport à vos concurrents et puis par rapport au marché. Donc, ce qui est important, vous allez avoir et pouvoir identifier les facteurs clés de succès en regardant notamment les écarts par rapport aux concurrents et les écarts par rapport au marché. D'accord? C'est quel facteur qui est important, c'est quel critère qui est important parmi ces 6 là pour pouvoir attaquer ce type de marché-là. Et puis de l'autre côté, vous allez regarder où vous en êtes, donc vous allez pouvoir définir les atouts que vous avez pour pouvoir vous battre sur ces marchés-là. Alors comme le monde il bouge, bah, vous voyez toutes ces références-là, elles bougent assez rapidement maintenant dans notre monde. Donc ce qui va nécessiter de la part de l'entreprise de pouvoir agir de manière rapide et agile, donc sur ces différents axes-là. D'où l'intérêt d'une stratégie de la remettre régulièrement à jour, puis surtout de revoir ses plans de déploiement comme c'est nécessaire. Donc, c'est aussi le sujet de la webconf, c'est de se dire bah, comment on peut déployer tout ça. Donc, plus vous allez avoir des intervalles de temps sur les cours sur lesquels vous pouvez remettre à jour ces stratégies et qui font sens à tous, dans l'entreprise, bah, plus vous allez pouvoir engager les gens dans le changement. Donc le côté chaîne de valeur, vous avez à droite, je dirais, un récapitulatif de ce qu'on appelle une VSM, c'est ce qu'on va trouver en ligne régulièrement avec différentes étapes, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc c'est exactement la même chose de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez dans le monde, je dirais plutôt occidental et un peu moins lean, mais on parle aussi de chaîne de valeur, sauf qu'on va la représenter d'une autre manière. Dans tous les cas, ben, c'est comment créer cette valeur et l'enchaîner et réduire le nombre de choses qu'en fait on ne vend pas à notre client et qui a pas de valeur dans les yeux du client. Et s'adapter en permanence à cette demande client, voire identifier des nouveaux besoins qui permettent de vendre des nouveaux produits. Alors, c'est important de regarder ça parce que d'un point de vue chaîne de valeur, c'est là où on va pouvoir déterminer notre business model, le modèle réellement économique. Et nous, ce qu'on va commencer à regarder pour l'entreprise, alors on regarde, ben, on a vu tout à l'heure ce qu'on appelle le ROCE, le retour sur les investissements. Donc nous, ce qu'on aime, c'est regarder aussi ben, comment on le regarde en termes de ligne. C'est nous ce qu'on va un peu appeler une approche lean accounting. Donc concrètement, dans toute notre chaîne de valeur, quelle est la quantité de gaspillage qu'on peut avoir et quelle est la quantité qui est purement de la valeur ajoutée. C'est quoi le potentiel qu'on a encore dans notre modèle actuel ou qu'on pourra avoir dans notre modèle futur. Donc vous voyez, c'est une manière en fait de comptabiliser qui est un petit peu différente des comptes qu'on je dirais habituels, même s'il n'y a qu'une manière légale de le faire. Mais le gros intérêt de regarder les chiffres de cette manière-là, c'est que vous pouvez connaître clairement le potentiel que vous avez dans votre chaîne de valeur. Donc c'est ce qu'on appelle du lean accounting et qui permet réellement de relier ben, la valeur ajoutée du client, l'organisation de l'entreprise et surtout ses résultats financiers et donc de diriger la stratégie de l'entreprise.
Donc, il n'y a pas de stratégie réellement qui existe, qui soit fiable, si on n'a pas ce modèle économique et cette capacité à pouvoir calculer la rentabilité d'une stratégie. Je vais laisser la main à Sylvie. Merci Nicolas. Sylvie Gallo, je suis arrivée comme Nicolas il y a 4 ans chez XL, je crois 10 jours après toi Nicolas. C'est ça, Donc, ouais. voilà, donc comme vient de le dire Nicolas, toute cette vision, cette déclinaison de stratégie se fait par le biais de constats fréquents, enfin réguliers que l'on fait sur le terrain. Donc c'est un diagnostic permanent que l'on va avoir tout au long de notre entreprise, tout au long de nos différents services. Et voilà, quand on parle de Kaizen, Kai, amélioration, Zen pour le mieux, Zen, ça signifie, pour ceux d'entre vous qui parlent le japonais un peu mieux que moi, ça signifie être bien, aller bien. Hein. C'est au niveau de l'âme, de la personne. Beaucoup de gens traduisent le Kaizen par l'amélioration des processus, qui serait plutôt le Kai Ryo. Hein. Donc, le Kai Ryo, on va améliorer les machines, on va améliorer des flux, mais en fait, comme l'a dit Nicolas, on va s'intéresser surtout à l'humain, et c'est par la performance et je dirais le confort au travail que les entreprises vont arriver à se différencier les unes par rapport aux autres. Donc on a un diagnostic permanent qui est voilà, comment fonctionne mon système de gestion, comment est-ce que je pilote mon activité, comment est-ce que je fais arriver, comment est-ce que j'organise une veille technique ou concurrentielle sur ce qui se passe en dehors de mon entreprise, quel est le ressenti de mes clients, quels sont les besoins, est-ce que je m'assure régulièrement que leurs besoins n'ont pas évolué, ou est-ce que si ça évolue, est-ce que je suis capable de répondre à ces nouveaux besoins. Hein. On n'achète plus aujourd'hui une voiture selon les mêmes critères que nos grands-parents. Hein. Donc, le besoin client, c'est bien de l'avoir évalué au lancement de l'entreprise, mais c'est bien de le réévaluer régulièrement. Et comme le disait Nicolas, tous les services R&D et marketing sont une forte contribution dans ce domaine-là. Les services qualité également pour avoir le ressenti de la qualité de nos produits auprès des clients. Et puis, on a l'organisation des activités de nos flux. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour enlever les cailloux dans la chaussure pour faire en sorte que voilà, notre production, comme le disait Nicolas, soit régulière, prévisible et qu'on puisse voilà, promettre des dates et qu'on ne soit pas tout le temps bloqué à reprendre des productions, à agir dans l'urgence et à gérer en mode pompier nos activités au sein de l'entreprise. Donc, 3 rouages très importants qu'il faut avoir tout le temps sous les yeux et qui vont nous aider à bâtir la stratégie de l'entreprise. Donc la stratégie de l'entreprise, un des outils utilisés qu'on va aller voir un peu plus loin, ça peut être la matrice en X. Alors la matrice en X, c'est pas toujours un outil très facile de prime abord, mais rien de vraiment très très compliqué. Il y a quelques pièges à éviter, on les verra. Mais voilà, donc il faut partir d'une stratégie, je dirais, du comité exécutif, du comité de direction, et de cette stratégie à 3 à 5 ans, ou peut-être maintenant de plus en plus fréquente, enfin à horizon un peu plus court, quelles sont les actions qu'on va lancer cette année, enfin les thèmes plutôt que l'on va lancer cette année, et puis de ces thèmes, quelles sont les actions qui vont être déclinées, auprès de qui, quels services vont être pilotes, lesquels vont être contributeurs, et quels sont les objectifs au niveau usine que l'on va suivre et que l'on va améliorer. Et donc cette stratégie comité exécutif va se décliner en stratégie de chacun des départements avec son niveau N-1. Donc cette définition de la stratégie va se faire sur le mode collaboratif, c'est-à-dire que voilà, la direction va donner les axes, va donner les thèmes, et puis chaque niveau va réfléchir à comment est-ce qu'il peut contribuer à améliorer les thèmes qui ont été énoncés. Et donc on va avoir une déclinaison comme ça de N-1 en N-1 selon la complexité de vos organisations, pour arriver
finalement, au niveau terrain, sur un plan d'action, avec des chartes projets, avec des actions identifiées et des remontées terrain, j'y arrive ou j'y arrive pas. Et des sollicitations de ressources ou des compléments de demande de formation, etc., pour arriver à l'objectif qui est demandé. Donc, on a ce flux descendant, en général, qui fonctionne assez bien. Et un des biais, je dirais, qu'on rencontre fréquemment, c'est que la stratégie jusqu'au plan d'action est déclinée au niveau de direction, et ce qui fait que les niveaux intermédiaires ou finaux se sentent peu embarqués dans la démarche. Oui, chef, bien chef, on va faire comme ça. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Ce n'est pas nous qui avons décidé les sujets. Moi, j'aurais préféré travailler là-dessus. On avait plus d'éléments sur cet axe-là. Donc, à vouloir être trop directif, on peut des fois, je dirais, obtenir l'effet inverse de ce qu'on cherchait, c'est-à-dire avoir un désengagement des gens. Donc, avoir la sagesse en comité de direction de définir les axes et puis ensuite, division par division, définir quelles sont les actions que l'on va décliner sur le terrain. Ensuite, donc cette matrice en X, quand on la regarde, bon, ça pique un peu les yeux pour qui n'a pas encore baigné sur le sujet. En fait, cette matrice, elle se commence par le sud. La partie que vous avez, qui m'a mentionné avec la flèche verte, objectif stratégique. Donc là, on va parler des objectifs à long terme, de la stratégie à 3 ans. J'ose plus parler de stratégie à 5 ans. Maintenant, c'est plutôt dans de la stratégie à 2 ou 3 ans que l'on retrouve. Donc, qu'est-ce qu'on veut définir? Qu'est-ce qu'on veut, dans quel axe est-ce qu'on veut se développer? De là, on va passer à l'ouest sur les thèmes. Quels sont les thèmes que l'on va lancer cette année? Les objectifs court terme que l'on va se fixer pour pouvoir contribuer à la vision long terme. De ces thèmes de l'année, quelles sont les actions qui vont être lancées? On va les lister ici au nord. Donc, au nord, on va lister les actions qui vont nous permettre de définir les thèmes, de préciser les thèmes qui ont été définis à l'ouest. Et puis, de ces actions au nord, on va définir à l'est, ici, des indicateurs, des objectifs, des jalons, qui vont nous dire, voilà comment on va s'organiser cette année pour s'assurer que nos objectifs stratégiques ont de bonnes chances d'être atteints. Et puis, tout à droite, ici, vous avez des ressources, donc département par département, et vous obtenez qui contribue ou qui est leader sur tel ou tel thème qui a été énoncé au nord de la matrice en X. Donc, si on regarde un petit peu dans le détail, j'ai pris des sujets un petit peu bateaux. Hein, voilà, j'ai pris comme thème, comme vision à 3 ou 5 ans, devenir leader en voilà, ce qui fait votre cœur de métier sur le plan national. Ou attirer et conserver les talents. Et puis, troisième axe, devenir une référence en qualité de vie au travail. Donc, sur ces 3 axes sur lesquels on veut s'améliorer dans un objectif plus ou moins lointain, quels sont les thèmes que l'on va lancer cette année? Bon, là, j'en ai listé 2 et volontairement, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, par exemple, on peut penser améliorer la satisfaction client. Ou on peut aussi vouloir déployer une culture excellence opérationnelle. Donc, améliorer la satisfaction client, ça peut se décliner en améliorer la qualité de nos produits phares. Améliorer la qualité de nos produits phares, on voit ici, il y a une forte contribution du bon du premier coup qui doit passer de temps à temps, à l'horizon par exemple, du mois de mai. On a aussi, pour le mois de septembre, un taux de service de 90 à 95%, par exemple. Et puis, une contribution un peu plus faible, qui peut être le taux de réclamation, parce que si on améliore la qualité, on espère bien, voilà, le taux de réclamation étant une conséquence de la non-qualité que l'on a émise, si on améliore notre qualité, on espère automatiquement agir sur le taux de réclamation. Peut-être qu'il n'est pas utile de lancer un sujet sur le taux de réclamation. En traitant l'amélioration qualité, automatiquement, on va répondre à ces 2 indicateurs. Et puis, cet axe-là, amélioration de la qualité produit, on voit que
on pourrait s'attendre à ce que ce soit le responsable qualité qui soit fer de lance sur ce sujet-là. Et là, l'entreprise a choisi que ce soit la production qui soit responsable de la gestion, de l'amélioration de la qualité de ce qu'il produit. Et la qualité, bien sûr, va être contributrice, ainsi que la supply chain. Donc, on voit déjà comment la stratégie se décline au sein des ateliers. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au départ, j'avais 2 thèmes qui étaient énoncés dans la matrice. On voit déjà que ça se décline ici en 5 actions. Et de ces 5 actions, on peut avoir, là je n'ai pas été très loin dans les indicateurs, mais on peut déjà avoir une sacrée liste d'indicateurs qui va suivre. Donc il faut faire attention quand on crée la stratégie de notre démarche, c'est que si on multiplie les actions et les thèmes que l'on va développer dans l'année, on va saturer nos services et on ne va plus être en mesure de répondre aux aléas que malheureusement on va bien devoir traiter au cours de l'année. Donc il faut savoir être humble au niveau de la stratégie globale, je dirais, de façon à ce que d'une part, les indicateurs ici qui sont listés deviennent les visions du niveau N-1 et que chaque service s'approprie les indicateurs que l'on demande d'améliorer et disent voilà comment moi je pourrais contribuer à l'amélioration de ces indicateurs. Et puis voilà, chaque niveau N-1 déclinant sa contribution en sous-action. Alors, qui définit les indicateurs en relation avec les actions? Les indicateurs, ils sont définis. Il y a déjà des indicateurs au niveau usine, au niveau global qui sont définis, et peut-être que ces indicateurs étant trop globaux, vont être reprécisés en indicateur un peu plus local. Par exemple, améliorer la qualité au niveau usine, on va suivre le bon du premier coup, par exemple. Ok, ça va être un bon du premier coup global. Chaque service va regarder quel est son bon du premier coup. Par exemple, la qualité pourra suivre un bon du premier coup documentaire. La production va suivre un bon du premier coup qualité produit. Voilà, et chacun va rentrer dans du micro-détail de l'indicateur global qui lui est donné. Donc, je dirais que sur la déclinaison de cette stratégie, on a tous des évaluations annuelles de performance. Voilà, les objectifs annuels qui sont déclinés doivent être communiqués, et lors des entretiens annuels, on doit discuter de ces indicateurs et convenir, négocier quels sont les indicateurs précis sur lesquels chaque niveau va vouloir agir. Donc, on retrouve ce niveau descendant-remontant, où imposer des choses descendantes et puis on se retrouve à la fin de l'année et on voit comment on se retrouve, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir une direction, un axe, une vision, et puis, en partant de là, chaque service va décliner ses micro-indicateurs, ses projets, ses actions, et va remonter, valider avec le niveau du dessus que c'est bien ce qui est attendu, et conduire ses actions. Et puis, il va y avoir un pilotage qui va se faire de façon à s'assurer que les projets avancent. Donc, ce pilotage, ça va être la feuille de route. Sur la feuille de route, on va retrouver, voilà, ça c'est un exemple de feuille de route qui peut être fait. Voilà, on va commencer par exemple par de la formation et on se met des jalons, les petites étoiles pour vérifier au cours de l'année que les projets avancent. Donc on lance des chantiers pilotes, par exemple sur du 5S, c'est souvent une bonne façon d'embarquer les équipes sur une démarche excellence opérationnelle, de leur faire mettre le pied à l'étrier, de faire comprendre un peu la déclinaison, je définis ce que je vais faire, je mesure l'actuel, j'analyse ce qui se passe, ce qui ne va pas, et je cherche des solutions d'amélioration et je m'assure de la pérennité des solutions envisagées. Donc ça, c'est une bonne façon d'ancrer ce mode de fonctionnement dans les esprits. Et puis, voilà, on démarre le 5S, alors pas partout, dans les services où ça fait du sens. Et puis, sur d'autres services,
Voilà, on peut revoir des flux, on peut revoir des aménagements de matériel, par exemple. On peut être contraint par des arrêts techniques, voilà, des zones, je pense notamment quand il y a des zones blanches, des zones d'atmosphère contrôlée dans les entreprises, mais on ne peut pas bouger les équipements comme on veut. Donc, on peut avoir un plan d'action un peu plus long qui peut déborder sur l'année d'après. Et puis, s'organiser, un axe aussi important, s'organiser pour gérer l'avancement des projets, hein, vérifier que les sujets qui ont été identifiés dans l'année sont pilotés, sont conduits, qu'il n'y a pas de blocage et qu'il n'y a pas de nécessité d'apporter de la ressource ou voilà, d'avoir une contribution supplémentaire pour résoudre un problème de disponibilité des équipes, par exemple. Donc, on a cette feuille de route à bâtir qui est le pendant, hein, de ce qu'on vient de voir de la matrice en X. Là-dessus, oui. Il y a quelques petites questions, peut-être je peux répondre. Il y a une question de cohérence entre les objectifs, les indicateurs, la politique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qui c'est qui va définir des indicateurs? Les indicateurs, ce sont les gens qui font à leur niveau, qui vont définir les objectifs. D'accord? De manière à ce que les gens puissent réellement agir et quand ils agissent, ils puissent influer sur les indicateurs qu'ils ont définis. Un indicateur se définit, c'est bien d'avoir un indicateur, mais on a toujours un objectif sur un indicateur, une cible. Donc, un indicateur n'est jamais seul, il est toujours lié à son objectif. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, le niveau indicateur, c'est important parce qu'il est là pour représenter des dysfonctionnements et que les gens ils puissent se mettre dessus. Donc, je dirais, ce n'est pas un indicateur qui arrive en haut, il faut travailler sur un indicateur. On va faire un transfert pour se dire dans une équipe, c'est-à-dire à quoi correspond ça? Pour moi, ça correspond à quoi? Quel type de problématique? Et donc, je vais créer dans mon service les indicateurs en cohérence avec, je dirais, le besoin qui arrive d'en dessus. Sylvie a parlé tout à l'heure, elle nous a montré, en tout cas, quelque chose sur lequel il fallait vraiment faire attention et c'est pour répondre un petit peu aussi à la deuxième, à la deuxième question qui est plutôt de se dire, est-ce qu'on peut aussi comment on fait pour faire un peu du collaboratif? Est-ce qu'il y a besoin de faire du collaboratif et au lieu que la stratégie elle vienne d'en haut, qu'elle vienne d'en bas? Alors, Sylvie nous a dit aussi attention parce que cette matrice en X, on peut dupliquer rapidement le nombre de projets, le nombre d'activités et concrètement, on ne peut plus rien faire et donc il faut rester humble. Donc, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes méthodaux pour pouvoir lier un niveau à l'autre? Ce qui va être intéressant, c'est justement faire un côté rationnel de résolution de problèmes. Tiens, si je veux réduire de X% ma qualité ou ma productivité ou je ne sais pas quoi, à quoi ça correspond? Donc, passer d'un niveau à un autre, c'est pouvoir maîtriser et comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, c'est par de la résolution de problèmes. Un gros problème, on va le découper en plus petits problèmes et on va pouvoir concentrer nos ressources sur les problèmes qui impactent le plus le gros problème. Donc, c'est réellement de la résolution de problèmes et c'est ce qui va vous aider à sélectionner réellement les axes et les actions les plus importantes à chaque niveau de l'entreprise. Et puis, au-delà de ça, donc c'est quand même une déclinaison. Alors, pourquoi ça part d'en haut? C'est parce qu'en général, les gens du terrain, en tout cas pas mal de personnes du terrain, ne sont pas en contact direct avec les clients, avec les marchés et avec les évolutions technologiques. Donc, c'est normal que cette démarche stratégique te parte d'en haut. Mais ce n'est pas parce qu'elle part d'en haut qu'elle est que directive, parce qu'on descend dans l'entreprise, les gens peuvent participer. Et puis surtout, il y a un moment, il va falloir consolider tout ça. Donc, il va y avoir une remontée de toutes ces initiatives et s'assurer que tout ça, c'est bien cohérent. Donc, en fait, c'est une vraie boucle qui se passe entre, je dirais, les axes stratégiques, on déploie et on remonte et on s'assure que ce qu'on veut mettre en place, ça fait réellement sens. Donc, voilà, c'était pour répondre à la deuxième question. Et puis, Sylvie va pouvoir continuer sur les quelques diapos. Ça va vous apporter sans doute encore plus d'explications au niveau des formations et comment organiser tout ça, parce qu'il y a des projets plus ou moins faciles à différents niveaux de l'entreprise. Ouais. Tout à fait. Donc, la difficulté, effectivement, comme vous le comprenez, ça va être de ne pas multiplier. Alors, c'est facile, hein, sur un fichier Excel, je crois qu'on a 1 million de lignes. On pourrait faire une matrice en X avec 1 million de projets à suivre dans l'année, et vous comprenez bien que c'est ingérable. Donc, ces allers-retours niveau supérieur, niveau inférieur,
vont se faire, le temps de caler la stratégie. Alors, on ne va pas le faire pendant les 12 mois de l'année, il faut se mettre en mode rapide quand même, donc résolution de problèmes, comme le disait Nicolas, où on va définir quels sont les sujets vraiment cruciaux cette année et quels sont ceux qu'on va laisser plutôt pour un développement l'année suivante. Donc, il va y avoir ce petit ajustement ping-pong, on va dire, pour savoir quels sont les axes sur lesquels on va démarrer. Il y aura des axes formation, il y aura des axes peut-être amélioration d'équipement, il y aura des axes amélioration de flux. L'implication, en tout cas, à rechercher, c'est celle de tous les niveaux. Il ne faut pas qu'il y ait tout repose sur un service, sinon on va siloter l'activité et il y en aura un qui sera responsable de toute la démarche excellence opérationnelle, puis les autres qui vont être un peu en retrait, alors qu'est-ce que tu fous, moi j'ai pas fait parce que j'attendais l'autre. Donc il faut à la fois avoir suffisamment de projets pour que tout le monde soit embarqué dans la démarche, et puis en avoir suffisamment peu pour que, d'une part, on puisse répondre aux aléas que l'on aura, et puis que l'on ait quelque chose de gérable et arriver en fin d'année avec des projets terminés qui donnent satisfaction aux équipes en disant, voilà, cette année, si je regarde dans le rétroviseur, j'ai su faire ça, 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 et donc on avait un plan et on l'a tenu. Donc ça contribue aussi au moral des troupes, je dirais. Ensuite, donc là-dessus, il va falloir de la montée en compétences. Donc si on veut se faire comprendre, il va falloir des niveaux de formation de base, des niveaux Yellow Belt, en ligne essentiellement, pour, je dirais, toute l'organisation, comprendre ce qu'est un DMAIC, un mode de résolution, comme je vous le disais, faire de la résolution de problèmes simples, avoir des langages communs, quels sont les gaspillages, c'est quoi un indicateur physique de performance, c'est quoi, pourquoi est-ce que des fois on vient chronométrer ce qui se passe sur un poste de travail, c'est quoi du 5S, voilà. Donc une formation de base, et puis ensuite monter les briques, je dirais, de la maison, en montant en compétences, en ayant des green belts qui soient capables de piloter ces projets d'amélioration, et des black belts qui soient à la fois dans de la gestion de projet, mais aussi dans le déploiement stratégique de l'entreprise. Donc monter en compétences, et puis on parlait de ping-pong, là, il y a quelques minutes, s'assurer qu'on pilote au quotidien ce qui se passe dans notre entreprise. C'est-à-dire avoir une pyramide des animations à intervalles courts, avoir une instance qui se réunit à des mailles de temps différentes, à des moments différents dans la journée, mais qui nous permettent de savoir jour après jour si on est à l'objectif fixé ou s'il y a besoin d'ajuster quelque chose. Alors, ce qui se passe souvent, c'est d'avoir un briefing 5 minutes au niveau local. Ce qu'on peut traiter, on va le traiter en niveau local. Ce qu'on ne peut pas traiter, on escalade ça au niveau N+1. Donc les managers ou les responsables de service vont se retrouver à un top 15, par exemple, 15 minutes, où ils vont débattre sécurité, qualité, délai, coût, quels sont les blocages qu'on n'a pas su résoudre au niveau N-1. Ils vont apporter des réponses, se répartir des tâches. Il faudrait que la maintenance intervienne à tel endroit, que la supply chain nous donne des informations sur la disponibilité de tel produit, etc. Ils vont redescendre ces informations, et puis ce qu'ils ne pourront pas résoudre va remonter au niveau top 30, de façon à ce que le comité de direction puisse donner des priorités. Ce mois-ci, on va privilégier telle machine ou tel service, ou tel, et donner des priorités d'intervention quand on commence à avoir un peu trop d'action dans le tuyau. De là, de ces pyramides d'AIC quotidiennes vont alimenter, je dirais, des réflexions un peu plus long terme au niveau comité de direction en mode hebdo ou en mode mensuel ou trimestriel selon les entreprises. Donc il est important que le comité de direction, même le comité de direction, par l'exemplarité et aussi par besoin de savoir ce qui se passe et de réajuster les actions au quotidien, puissent se réunir tous les jours à un temps raisonnable, on n'a pas besoin de se voir 2 heures, mais voilà, 20 à 30 minutes par exemple, tous les jours, pour faire le bilan de ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures et s'assurer qu'on est en bonne marche pour assurer le bilan du mois. Et si on assure chaque mois, là on sera à peu près confiant d'assurer les résultats de l'année. Donc on gère les activités au quotidien par la pyramide des AIC, et ensuite on va gérer
aussi nos problèmes, nos projets, pardon, par ce qu'on appelle l'OBEA, la grande salle, hein, ou la War Room selon les entreprises, dans laquelle on va suivre les projets cruciaux qu'on a identifiés pour cette année. Eh bien, on va les avoir affichés sur un mur sous format formulaire A3 et on va s'assurer que ces projets avancent, que le planning est respecté, qu'il n'y a pas de blocage majeur, qu'il y a les ressources nécessaires pour que ça avance. Encore une fois, ce sont des projets cruciaux. Donc, si c'est crucial, il faut s'assurer que régulièrement, que tout avance et que voilà, on a de bonnes chances de délivrer à temps l'attendu du projet. Ensuite, sur le changement, il y a aussi pas mal à dire. L'amélioration, on l'a dit, elle est continue, hein. On se base sur l'intelligence collective, sur le juste nécessaire. Donc, on va faire les projets cette année qui vont nous permettre d'améliorer déjà notre empreinte sur nos clients et la remise en cause permanente, parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir progresser. Hein. Donc, ne pas mettre la poussière sous le tapis, avoir le courage de dire qu'un indicateur n'est pas ouvert tout le temps. Ben oui, ça arrive, mais voilà, je sais agir, ou alors non, j'ai besoin d'une résolution de problème. C'est les fameux aléas dont on parlait tout à l'heure, qu'il faudra bien prendre en compte aussi dans notre gestion annuelle de notre activité. Donc, ne pas s'enfermer dans une bulle en se disant on est les meilleurs du monde, on a un plan vachement bien et à la fin de l'année, les clients peuvent être que contents. Voilà, avoir au quotidien le réflexe de se dire est-ce que mes indicateurs suivent bien ce qui est prévu et est-ce que j'ai de bonnes chances d'arriver à ce que j'ai annoncé en début d'année, mois après mois, jour après jour. Pour ça, il va falloir accompagner le changement. Cet accompagnement, au début, je vois un commentaire sur la stratégie qui paraît un peu opaque. Oui, effectivement, au début, quand on fait ces déclinaisons, voilà, on est dans l'ignorance et puis d'un coup, on se rend compte que voilà, il y a une nouvelle stratégie qui arrive et on va avoir une espèce de courbe de deuil comme ça qui va se produire. Et on va générer de l'inquiétude, de la résistance. Donc il va falloir accompagner, montrer des exemples dans d'autres entreprises où ça a marché, ou dans d'autres unités, dans d'autres usines à travers la France qui ont fonctionné comme ça. Donc on va arriver au fond de cette courbe de deuil, et puis de là, plutôt que de passer du temps à dire je ne vais pas y arriver pour telle et telle raison, on va se mettre en ordre de bataille et on va commencer par manger l'éléphant petit bout par petit bout, et apprendre, faire des projets peut-être simples. Ah bah ouais, tiens, on y arrive. Ah bah tiens, ça nous a fait améliorer nos performances, mine de rien. Une pyramide d'AIC qui fonctionne bien, ça fait facilement gagner entre 10 et 20% de performance sans faire d'amélioration technique sur nos entreprises. Hein. Donc, ah bah tiens, oui, ça marche. Et donc, on va remonter cette courbe et arriver à une phase de généralisation, à donner envie, avoir du plaisir à utiliser ces méthodes-là. Et donc ça, c'est au niveau stratégie d'entreprise. Et au niveau individuel, je dirais, on a la même courbe de deuil de chaque individu qu'il va falloir accompagner. Il va y avoir du déni, il va y avoir du refus. Moi, j'ai toujours fait autrement. Bon, on va essayer de voir. Voilà, tu vois bien que les résultats ne sont pas ce qui est attendu. Donc, on va essayer autre chose pour arriver à exploser un peu le plafond de verre que l'on rencontre. Et puis, voilà, suivre cette courbe de deuil et arriver à remonter la pente et à donner envie, à faire systématiquement des actions d'amélioration continue. Là-dessus, il va falloir beaucoup jouer aussi sur l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que voilà, on a des machines, mais surtout, comme on l'a vu au début, on a de l'humain. Hein. Au centre de l'activité, il y a l'activité humaine. Donc c'est, comme disait Taishi Ono, les employés ne viennent pas pour travailler, ils viennent pour réfléchir. Donc il va falloir savoir se connaître soi, connaître les gens avec qui on travaille. Donc les pyramides d'AIC permettent aussi de désiloter un peu les activités. Connaître les autres et leurs besoins. Ah bah tiens, moi j'ai supprimé telle activité dans mon service parce que ça me faisait gagner en performance. Oui, répercussion, service d'après, ils sont obligés de reprendre la tâche en étant moins formés. Voilà, et l'effet papillon, ou dans la panique, on s'est mis à corriger quelque chose qui semblait anodin en amont. Donc apprendre à se connaître et à connaître les autres, quelle est ma part dans un flux,
comment est-ce que je participe, je contribue à la satisfaction finale du client et comment mes indicateurs sont en fait des indicateurs de tous, hein, de toute l'entreprise. Donc la gestion des relations, la gestion des besoins, tout ça doit s'harmoniser et doit, par les pyramides d'AIC, on doit vérifier que tout ça est en ordre de marche et tout ça est bien huilé et que quand il y a des blocages, ben on a le pouvoir, hein, de lever la main. C'est pas mal de pas arriver à faire quelque chose, c'est pas un problème, hein. Ce qui est un problème, c'est de ne rien dire et de rester comme ça ad vitam aeternam. Donc les actions à mener au départ, avant de dire on va des nouvelles machines, on va faire des investissements, c'est déjà investir dans l'humain et regarder comment est-ce qu'ensemble on arrive à travailler. Ensuite, voilà, petit à petit, arriver à un changement de culture. Un changement de culture, comme le fait le bonhomme là sur la diapo, c'est pas un claquement de doigts, c'est quelque chose de très progressif. Hein, donc il faut avoir des projets peut-être modestes au début, mais qui avancent, qui montrent des résultats, et puis petit à petit conduire quelques projets un peu plus ambitieux et de plus en plus de projets ambitieux, de façon à montrer que tout ça marche et que ben, finalement la démarche que l'on a, DMAIC, ça s'applique à de la déclaration d'accident, ça s'applique à de la gestion de non-conformité, ça s'applique à des réclamations clients, ça s'applique à tous les domaines. Il n'y a pas un domaine en particulier qui va tirer l'amélioration continue vers les sommets. Donc, comment est-ce que tous, on arrive à décliner tout ça et comment est-ce qu'en prenant nos indicateurs en local, on arrive à contribuer à l'amélioration de l'entreprise. Et donc tout ça, ben, il faut se former, hein, il faut lire beaucoup, il faut se former à différents niveaux, beaucoup de yellow belt, des green belt, quelques black belt, et puis dans différentes thématiques, que ce soit du Lean Six Sigma, du DDMRP, du Lean Accounting. Et voilà, il faut déployer les compétences et développer les compétences de nos employés. Et c'est en développant ces compétences et en connaissant nos métiers qu'on va identifier les projets de demain. Alors il y a quelques questions. Il y a une question qui est tombée sur le nombre de personnes black belt pour les entreprises. Donc nous, en général, on dit de 1 à 2%. Attention, les black belts, ce qu'on appelle nous black belts, ce sont des gens réellement, en général, au niveau black belt, ce sont des gens qui sont dédiés à l'amélioration. Donc, on va commencer réellement à ne pas avoir des personnes qui sont dédiées à l'amélioration, donc lorsque les structures sont beaucoup plus petites et on ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir un black belt pour 50 personnes. Mais par contre, un black belt pour 100 personnes, ouais, c'est quelque chose de cohérent. Après, il faut voir le type d'activité qu'on peut avoir. Il y a eu aussi quelques questions. Ouais, souvent, il y a des stratégies. Alors, l'objectif financier n'est pas une stratégie. D'accord, attention. En général, les gens ils ne sont pas intéressés spécifiquement dans le résultat ou le sur-résultat de son entreprise d'un point de vue financier. Un point très important qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on déploie une stratégie, c'est qu'une bonne stratégie, c'est pas la meilleure sur le papier, c'est celle qu'on peut mettre en œuvre. Donc, le cœur, la vraie vérité, c'est comment on met en œuvre cette stratégie. D'où l'importance de pouvoir faire en sorte que chacun puisse contribuer et comprenne sa contribution à l'effort collectif et à l'objectif de l'entreprise. Donc, s'il y a des entreprises, comme c'était marqué, qui c'est assez opaque, ça veut dire tout simplement que, ouais, il y a des gros manques, alors non seulement en termes de communication, mais encore plus en termes de contribution. Et donc, les gens ne peuvent pas contribuer. Moi, un jour, j'ai eu une chef qui m'a dit la stratégie, c'est pour moi, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Non, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui doit la connaître parce que tout le monde doit pouvoir contribuer à cet objectif-là et laisser un espace pour que les gens puissent contribuer. C'est ce qu'on cherche à terme. Et pour savoir où on en est, aussi, une autre question qui est arrivée, ouais, on a besoin de savoir si on est mature, à quel niveau on en est. Alors, peu le niveau où on en est, ce qui va être important, c'est les vitesses de changement qui vont arriver. D'accord. Mais en tout cas, il faut savoir où on en est. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle un diagnostic et on va évaluer la maturité. Sylvie vous a montré tout à l'heure les 3 gros axes qui est focalisé sur le client, le marché, nos processus.
Donc, ces axes-là, c'est des axes qu'on va évaluer pour pouvoir lancer la démarche. Voilà, ça c'était les quelques questions. Encore une. Dans combien de pourcentage d'entreprises ceci fonctionne? C'est-à-dire où des moyens mis en œuvre correspondent aux objectifs fixés. Ben, je dirais ça dépend si vous êtes dans une entreprise réellement. Alors, faut faire attention. Un des principes du Lean aussi, c'est le juste nécessaire. Donc, on n'est pas là pour demander des moyens pour. Donc, il faut aligner tout ça. Donc, il faut avoir bien pensé cette notion. C'est je n'utilise que le juste nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas. Je veux dire, dans les entreprises Lean, ouais, on ajuste tout ça. D'accord. Puis, est-ce que l'entreprise peut se payer ou pas se payer? Donc, la notion privilégier la créativité à l'investissement. Si on peut tout de suite avoir 60% simplement en quelques jours ou en quelques semaines, on va le faire. Et on va prendre de l'avance et derrière, on va pouvoir réellement mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour aller plus loin. Donc, voilà. Donc, il faut avoir conscience aussi, c'est que vous avez vu les différents niveaux, bah, c'est sûr que vous allez avoir chacun qui va être engagé dans la démarche parce qu'il va y avoir des gros projets qui vont être menés par des black belts, puis des plus petits projets qui vont être menés par du green belt ou du yellow belt. Donc, concrètement, si vous n'avez pas ces niveaux de compétences, et on parlait tout à l'heure de ressources et d'organisation, si vous n'avez pas ces niveaux de compétences, ça va être très dur de mettre de la vitesse au changement et de pouvoir mettre en œuvre votre stratégie. Donc, quand vous déployez une stratégie, pensez bien à ces niveaux de compétences. Puis en plus, c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, que personne ne pourra vous voler. Et c'est ce que peu d'entreprises ont compris pendant très longtemps concernant Toyota, parce que les entreprises copiaient Toyota pour les outils et la méthodologie, mais les gens n'avaient pas compris réellement que c'est le système de pilotage, le système de management et le niveau de compétence des gens qui faisait que ce système fonctionnait, ou fonctionne toujours d'ailleurs. Oui, et il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle Les Toyota Kata de Mike Rofer qui explique justement ce qu'est le Lean, ce que les entreprises en ont compris et ce qu'elles auraient dû en comprendre. Et qui est justement, voilà, demander à quelqu'un de chez Toyota pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à une bonne performance. La personne de Toyota va dire, je sais pas, la semaine dernière on a fait un 5S. Ah oui, il faut que je fasse un 5S dans mon entreprise. Ce que l'employé de Toyota a oublié de dire, c'est qu'il respire, il mange bien, il dort bien la nuit, et tout ça. Ça contribue aussi à la performance de l'entreprise. Et donc, il y a des rituels qui sont à créer dans les entreprises. Et voilà, quel est le pourcentage d'entreprises dans lequel ça fonctionne, je serais bien incapable de vous le dire, parce que tout le monde ne dit pas, ne communique pas sur voilà, on avait prévu tant de projets, on en a réalisé tant. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là où ça fonctionne, les entreprises que nous accompagnons, chez qui ça fonctionne, ce sont des entreprises qui savent être raisonnables en nombre de projets à lancer dans l'année et qui les suivent, qui les pilotent et qui ont cette cascade d'AIC et ce suivi d'OBIA, hein, de projets bien huilés qui fonctionnent, même si au début on met un mois ou deux à se trouver un petit peu. Voilà, on arrive à suivre ces projets et c'est en les pilotant qu'on arrive à des projets efficaces. Donc créer cette respiration, cette hygiène de vie, je dirais, dans l'entreprise, en accélérant les flux, mais pas les personnes. C'est important aussi. Super, et merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et pour moi, vous avez répondu à tout. Donc, merci à tous les deux, en tout cas, pour cette animation. Merci d'avoir bien répondu à toutes les questions. C'était très clair. Juste rapidement, je vous informe qu'il y aura, il y aura des prochaines webconférences. Les 3 prochaines seront donc le 26 mars, on aura une webconférence sur le Total Productive Maintenance. Le 30 avril, on aura une webconférence sur le Lean Six Sigma au service de la performance industrielle. Et le 18 mai, on aura une webconférence sur, ce sera plus une formation flash sur les outils de l'amélioration de la performance. Voilà, c'était les prochaines dates rapidement. J'en dis pas plus, je vous laisse aller manger. Merci beaucoup Nicolas et Sylvie pour l'animation et merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.